sous la main. Puis c'est préparer son bagage qui l'exaspère, bien que ce ne soit qu'une mallette à remplir. Son escadron de valises a été muté à Paris depuis 2 jours. Une fois prêt, Ravel inspecte sa maison, s'assure que toutes les fenêtres sont fermées, la porte du jardin verrouillée, le gaz coupé dans la cuisine et l'électricité au compteur de l'entrée. C'est vraiment une petite demeure, et le tour en est vite fait, mais on n'a jamais trop vérifié. Ravel regarde une dernière fois s'il a bien éteint la chaudière avant de sortir, enrageant encore à mi-voix quand d'un coup, comme il pousse la porte, l'air glacial saisit ses cheveux blancs encore humides et plaqués en arrière. Au bas de la volée de 8 marches étroites, frein serré dans la rue en pente, stationne donc la 201, au volant de quoi Hélène frissonne en pianotant sur lui, du bout de ses doigts laissés à nu par des mitaines en tricot bouton d'or. Hélène est une assez jolie femme, qui pourrait ressembler un peu à Roanne de Mazie, pour ceux qui se souviennent d'elle, mais dans ces années-là, pas mal de femmes peuvent avoir un petit quelque chose d'Roanne de Mazie. Sous son manteau de sconce dont elle a relevé le col, elle porte une robe à corsage allongé, taille surbaissée avec effet de veste, la partie jupe ornée d'une bande ponctuée d'une boucle de cornes, le tout en crêpe de nuances pêche et ornée d'un motif végétal. Très joli. Elle patiente. Ça commence à faire un moment qu'elle patiente. Depuis plus d'une demi-heure, en ce matin gelé d'entre 2 fêtes, Hélène attend Ravel qui apparaît enfin, mallette en main, et quant à lui vêtu d'un costume ardoise sous un bref par-dessus chocolat, pas mal non plus. Quoique à la mode ancienne et peut-être un peu léger pour la saison. Canne pendue à son avant-bras, gants retournés sur le poignet, il a l'air d'un parieur élégant, voire d'un propriétaire, dans les tribunes du prix de Diane ou au pesage d'Anguin, mais éleveur moins soucieux de son yearling que de se démarquer des jaquettes grises classiques ou des blazers en lin. Il monte lestement dans la Peugeot, soupire en s'asseyant, pince aux genoux les plis de son pantalon et les tire brièvement pour éviter que ce vêtement poche. « Eh bien, dit-il en défaisant le premier bouton du par-dessus, je crois que nous pouvons y aller. » Tournée vers lui, Hélène l'inspecte vite de la tête aux pieds, ses chaussettes en fil et sa pochette en soie, comme toujours, sont heureusement assorties à sa cravate. « Vous auriez peut-être pu me faire attendre chez vous, plutôt que dans la voiture, s'aventure-t-elle en actionnant le démarreur. Vous avez vu le froid qu'il fait. » D'un bon sourire sec, Ravel fait valoir qu'il était nécessaire de mettre un peu d'ordre chez lui avant de partir. C'était toute une affaire, il a dû courir partout. Déjà qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit, comme d'habitude. En plus, il lui a fallu se lever à l'aube, et il déteste ça. Elle sait comme il déteste ça. Puis elle sait bien aussi, comme son domicile est exigu, il se serait gêné. N'empêche, observe Hélène, vous m'avez fait attraper la mort. Allons, Hélène, dit-il en allumant une gauloise, voyons. Il est à quelle heure au juste, ce train 11h12, répond Hélène en embrayant, puis on traverse Montfort-l'Amaury, aussi désert et congelé qu'une banquise au même instant, dans une lumière de fer. Avant de sortir de Montfort, près de l'église, on passe devant une vaste maison bourgeoise dont une fenêtre à l'étage est un rectangle jaune. Ravel fait observer que son ami Zogheb a l'air déjà réveillé, puis l'on rejoint Versailles où l'on emprunte l'avenue de Paris. Quand Hélène, hésitante devant un carrefour, laisse divaguer un instant la voiture, Ravel proteste un peu. « Mais qu'est-ce que vous conduisez mal » s'exclame-t-il. « Mon frère Édouard s'y prend beaucoup mieux que ça. À mon avis, vous n'y arriverez jamais. » Vers l'entrée de Sèvres, Hélène freine encore brusquement, en avisant sur le trottoir un homme coiffé d'un feutre, portant sous le bras ce qui a l'air d'être un grand tableau, ficelé dans du papier journal. Comme cet homme paraît attendre, elle s'arrête pour le laisser traverser, mais surtout pour observer Ravel, dont le visage est plus aigu, pâle et creusé que jamais. Lorsqu'il ferme un instant les yeux, il ressemble à son masque mortuaire. « Vous n'êtes pas bien ?» Il dit que ça va, que ça devrait aller, mais qu'il se sent encore très fatigué. Après lui avoir ordonné des batteries d'examen, son médecin a voulu le mettre au stimulant pour le préparer à ce départ, contrarié de ce que Ravel refuse, sa prescription d'1 an de repos total. Ce qui lui a fait subir des injections massives d'extraits d'hypophyse et de surrénal, de cytosérum et de cacodylate, c'était piqûre sur piqûre et personne n'aime tellement.
Et malgré tout, ce n'est toujours pas vraiment ça.